À présent d'un lieu emblématique de Lille, aujourd'hui avec notre experte qui nous fait découvrir des joyaux de la région, des bâtiments aux mille vies. Marie-Laure, Stéphanie, bonjour. Bonjour Michel. Enseignante en architecture à Junia, l'école d'ingénieurs de la Cato de Lille, responsable pédagogique domaine bâtiment aménagement architectural. Alors aujourd'hui avec vous, Marie-Laure, on va revenir sur un bâtiment qui est assez incroyable, c'est au cœur de Lille, sur le boulevard Vauban, le Palais Rameau. Et pour bien le comprendre, eh bien peut-être ça vaut le coup de revenir au milieu du 19e siècle. Oui, tout à fait. C'est vraiment important de comprendre la construction de ce boulevard. Alors, à partir de 1860, Lille va rentrer dans une nouvelle ère urbaine. C'est le temps de la deuxième révolution industrielle et elle est contrainte en fait par les fortifications Vauban qui l'empêchent de se développer. Alors, elle adopte un nouveau plan d'urbanisme et annexe 4 communes qui sont Esquermes, Oisem, Moulins et Fives. Et puis sa transformation, il va y avoir plusieurs transformations, dont la gare Saint-Sauveur pour les marchandises. Il va y avoir des aménagements de nouvelles places comme la place de la République. Et puis, il va y avoir des nouveaux axes qui vont se créer, dont le boulevard Vauban. Et à partir de 1870, le boulevard Vauban se construit avec en 1879 donc notre Palais Rameau, qui est une grande maison pour glorifier l'horticulture et donc qui devient presque comme une religion. Voilà, l'horticulture, c'est comme une religion civile moderne, un véritable temple qui va être dédié à la nature. Et puis en 1881, c'est l'université catholique avec la maison des familles, la maison Albert Legrand, qui pour loger les étudiants, parce qu'il y a toute l'université catholique qui va se fonder. Alors si ça s'appelle le Palais Rameau, c'est pas pour rien, on parle de Rameau. Alors je crois qu'on parle pas forcément de Rameau le musicien, le Rameau du temps de Voltaire, non. Rameau, c'est un personnage engagé pour Lille. Oui, alors il y a un petit lien quand même, parce qu'ils font partie de la même famille avec Jean-Philippe Rameau, mais c'était un peu quelques années avant. Charles Rameau, en fait, il est très investi pour la ville de Lille. Il est conseiller municipal et puis c'est un agronome, passionné. Il est président de la société lilloise d'horticulture. C'est un riche commerçant. Il a donc de l'argent. Il est veuf et il n'a pas d'enfant. Alors, avec cet argent, justement, il est philanthrope et il va léguer à la ville de Lille une somme assez importante pour construire un édifice. Alors, au début, c'est pas un palais, c'est une grande maison qui sera dédiée à l'horticulture, aux fleurs, aux fruits et ponctuellement à la musique et aux arts en référence à son aïeul. Et sa statue, aujourd'hui, elle est visible. Oui, dès qu'on rentre dans le Palais Rameau, elle est juste au-dessus de la porte d'entrée et elle est entourée de Flore et Pomone qui sont deux divinités autour des fruits et des fleurs. Venons-en à la construction, donc en tant que telle, de ce lieu. Alors du coup, Charles Rameau fait un legs. Alors il va faire 2 legs à la ville de Lille. La ville de Lille, pour faire un peu court, va aussi rajouter un petit peu d'argent. Charles Rameau verra jamais ce bâtiment de son vivant. Il va décéder quelques années avant. Mais par contre, c'est un projet qui a été dessiné par Henri Contamine et puis Auguste Mourcou. C'est un plan de basilique assez classique, simple, avec une nef, un transept, une rotonde. Il est très ouvert, alors on le voit bien quand on fait le tour du bâtiment, il est très vitré. Et puis voilà, pour avoir des relations fortes entre le ciel, la terre, l'extérieur, le végétal, le jardin. On est dans un vocabulaire très néo-byzantin. C'est à la mode à cette époque-là, avec des bulbes qu'on retrouve autour des 2 tours qu'on voit sur la porte, la façade d'entrée, qui nous donne référence qui peut faire référence à la cathédrale de la Major à Marseille, mais effectivement aussi à des architectures byzantines qu'on pourrait retrouver en Afrique du Nord. Exactement, ça ressemble aussi à la cathédrale de Tunis, celle d'Annaba ou encore une mosquée dans la Casbah d'Alger avec cette façade, cette tour. C'est très méditerranéen en fait. Vous venez de dire Marseille, mais nord-sud des rives, on est un peu dans le soleil. Complètement. Et puis il y a aussi cette structure métallique qu'on retrouve à l'intérieur, qui est une structure extrêmement fine avec des colonnes, très innovant à l'époque parce que les eaux de pluie ruisselaient à l'intérieur des colonnes. Il y a des vastes verrières en façade et en toiture. Et donc, ça fait aussi référence au Palais de l'Industrie. On est à l'époque de la première exposition universelle Révolution industrielle. C'est dans quelle année ? Alors la première expo, elle est, je reprends mes notes, 1855. Le bâtiment en tout cas sera construit en 1855 et sera détruit en 1897. Voilà.
où est-ce qu'on en est de la construction du bâtiment en tant que tel ? Alors, il y a un point qui est important, donc il y a les jardins, et puis il y a un point qui est important aussi, c'est les serres. Les serres qu'on retrouve à l'extérieur. C'est un défi. C'est un défi technique. En fait, aujourd'hui, à cette époque-là, les serres municipales qui sont rue Saint-Jacques sont trop petites, et donc il faut, vu que Charles Rameau est président de la société d'horticulture, tout ça est lié, et donc au palais, il faut effectivement recréer des serres où on amènera 3 palmiers géants. On retrouve des textes qui sont un peu amusants pour justement raconter un peu ce transfert. Il y a un système assez sophistiqué de chauffage aussi avec des tuyaux. C'est pour ça en partie qu'on retrouve aussi des cheminées pour alimenter ce système d'eau chaude, pour créer aussi un bassin d'évaporation, pour recréer un climat tropical pour ces serres. Bon, ça marchera pas très 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 longtemps. Et puis il y a des éléments aussi qui seront jamais construits parce qu'on n'aura pas assez d'argent. Je disais, il y avait eu 2 legs. Il y a eu un premier leg. Il y a eu l'architecte des bâtiments de France qui s'est imposé, qui est venu voir le bâtiment, qui a fait quelques modifications parce qu'on n'était pas tout à fait dans les règles de la construction des beaux-arts. Mais quel genre de modifications ? Des problèmes d'épaisseur, de hauteur, d'écartement des 2 tours. Est-ce qu'elles étaient assez hautes? Est-ce qu'il fallait faire vraiment 2 tours avec ces bulbes qui étaient au-dessus? Des proportions, des questions de proportions. On apprend l'architecture encore à l'école des Beaux-Arts. Et donc tout ça va faire que ça sera toujours un petit peu plus cher. Mais pour contrebalancer, il y a quand on rentre par la porte d'entrée, par le jardin, je veux dire, par la boulevard Vauban, il y a la maison du gardien que vous retrouvez sur votre gauche et la maison du jardinier en contrepartie de l'autre côté, sur la droite, qui ne sera jamais construit, voilà, pour faire quelques économies. Et puis en fond, autour de la serre principale, il y avait des serres qui entouraient la serre principale et pareil, et qui ne seront jamais construites. Pour des raisons de budget. Pour des questions de budget. Ouais. Et alors, venons-en à l'inauguration tout de même. Oui, alors le bâtiment sera inauguré en 1879, le 22 juin, avec des expositions florales, des fêtes musicales, des événements horticoles, voilà, qui seront respectés. Et puis, il faudra attendre, 1926. On aura un salon de l'automobile, alors on dérive un peu, voilà. Mais justement, donc là, il est inauguré ce lieu, ce Palais Rameau, qui s'appelle Palais Rameau depuis le début. Alors, oui, il va prendre le nom assez rapidement. Mais alors, les usages, à quoi a-t-il servi ? Alors au début, il respecte bien l'exposition, tout ce qui est lié aux fleurs, aux fêtes musicales, etc. On a l'élection de la muse lilloise, qui était un personnage, qu'on élisait, qui était un peu le symbole de Lille, en 1897. Après, c'est l'ère de la voiture, donc il y a un salon de l'automobile en 1926. Ça va devenir des centres d'examen assez récurrents. Beaucoup de personnes se rappellent de ça, effectivement, d'avoir passé le bac ou passé quelques examens. Après la guerre, ça sera un accueil des prisonniers rapatriés. Ça deviendra aussi un tribunal où il y aura 5 agents de la Gestapo, qui seront condamnés en 48. Et puis, ça va être surtout la période du cirque, l'accueil du cirque à la fin des années 80 jusqu'au début des années 2000. Voilà. Donc c'est aussi connu pour ça. Quand on a des visiteurs qui viennent, ils se rappellent fortement des éléphants et du cirque. Et alors, c'est pas la première fois, Marie-Laure, quand on parle d'un bâtiment de la région des Hauts-de-France qui a eu 1000 vies, qu'ils connaissent une grande période de, finalement, pas d'insalubrité, mais un arrêt total. Oui, parce que ce bâtiment, il était quand même exceptionnel, et puis avec beaucoup de vitrages. Et en fait, entre les 2 guerres, déjà la première guerre, on voit bien sur un des murs qu'il y a des balles qui ont été, il y a des façades qui sont très abîmées, et donc l'entretien coûte extrêmement cher. Et ce bâtiment, il va être un petit peu abandonné. On ne sait plus trop quoi en faire. Il y a même l'idée peut-être de le démolir. C'est un peu compliqué. Mais il y a quand même des transformations qui vont avoir lieu dans les années 50 pour le mettre plutôt en sécurité. Des transformations lourdes. Les bulbes qui sont autour des 2 tours disparaissent. On supprime les verrières à l'intérieur du bâtiment parce que c'est trop dangereux. Le verre pourrait tomber. Et puis il y a le retrait aussi de corbeilles à fleurs qui sont à l'extérieur, qui ont été remis avec les derniers travaux là, mais qui disparaissent également. Et puis dans les années 60, c'est plutôt la serre, donc tout au fond, qu'on va
voilà, il y a plein d'éléments qui vont disparaître, dont les toitures vitrées de cette serre. Ensuite, ça passe sous protection patrimoniale. Oui, alors ça c'est important. En 84 sont inscrits la maison du concierge, les clôtures et les jardins. Mais donc ça dépend de la région, tout ça. Et puis il faut attendre 2002 pour que le palais soit classé avec l'ensemble et la serre, bien sûr, au monument historique, ce qui correspond à un bâtiment exceptionnel à l'échelle de l'État. Le classement, donc, et puis un projet assez fou, beaucoup plus récent, qui permet finalement de lui redonner vie, mais une autre vie. Hein. Oui, alors là, c'est là où je suis contente de parler de ma maison, Junia, pour laquelle je travaille. Aujourd'hui, on a hérité, avec un bail amphithéotique, donc pour 25 ans, on a hérité de ce patrimoine, parce que dans nos 3 programmes, HEI, qui est un diplôme généraliste, ICN, plus tourné autour du numérique, et l'ISA, plus autour de l'agronomie, la ville de Lille trouvait que ça avait du sens, voilà, de se tourner vers Junia en raison de ce programme-là. Donc à l'intérieur, effectivement, on y retrouve tout un programme dédié aux démonstrateurs. C'est un démonstrateur agricole et alimentaire reconnu à l'échelle. C'était une volonté aussi de Rameau, hein, dans son testament. De poursuivre tout à fait ce projet. Le palais devait rester consacré à l'horticulture et aux fêtes musicales. D'ailleurs, sur sa tombe aussi, la ville de Lille s'est engagée à toujours entretenir sa tombe. Donc, on y retrouve un plant de vigne, un fraisier, un rosier, un dahlia, un plant de pommes de terre. Donc, c'est assez, voilà, on reste. L'idée était tout à fait de rester dans cet esprit et de respecter les dernières volontés de Charles Rameau. Avec ces réalités de préserver absolument le patrimoine en travaillant autour, en mettant les moyens pour cela, et puis faire du palais aussi. Alors, c'était la volonté initiale, une sorte de démonstrateur agricole. Oui, de grandeur nature, où on produit des mini-serres, il y a des chambres climatiques, il y a une adaptation au changement climatique, tout ce travail doit être fait. On transforme, il y a des food labs, des formulations alimentaires qui sont écrites avec de l'innovation, et puis on consomme. Il y a des analyses sensorielles, il y a des salles immersives qui ont été faites avec des salles de cours plus classiques. Et alors, c'est un bâtiment réversible. Alors ça, c'est nouveau. Hein. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Alors ça, j'en profite aussi pour donner le nom des architectes, Atelier 981 et Perrault qui ont travaillé sur ce projet. Donc le bâtiment, il est recyclable, il y a une approche cradle to cradle, donc ça veut dire du berceau au berceau. On doit tout retourner, tout le cycle est 100% réutilisable, renouvelable. Ce bâtiment, il est également réversible, c'est-à-dire que il y a des modifications qui peuvent être faites grâce à la structure en peuplier qui a été pensée. On peut réadapter les lieux. Et puis un jour, il peut être démonté si d'autres projets voient le jour. Et toujours dans l'esprit du cradle to cradle, il sera démontable. C'est-à-dire que dans 25 ans, on a un bail amphithéotique. Dans 20 ans maintenant, parce qu'on a déjà passé 5 ans, il faudra rendre ce bâtiment à la ville de Lille. Marie-Laure, si on devait conclure en quelques mots, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Alors ce palais, il faut retenir que c'est en 1879, ça a été un chantier déjà innovant, d'une grande, quand même très caractéristique, très emblématique. Voilà, sur ce boulevard, il est extrêmement particulier. Et puis aujourd'hui, on en fait un lieu qui est toujours unique. Je crois que Junia fait vraiment un travail important, épaulé aussi par la Cato, l'université catholique. Et c'est un lieu unique qui vraiment mêle le patrimoine, les sciences, la recherche, la pédagogie et l'environnement.